Les Maliens, vous êtes venus de très loin. Souvent, sont d'un pays très proche. Vous entendez beaucoup de choses sur les médias. Je vais vous donner une certaine lecture de l'environnement dans lequel notre gouvernement évolue, où il ne peut réussir qu'avec le soutien de tous les Maliens, dont les Maliens de l'extérieur. Il est bon donc que nous ayons avec vous une lecture partagée de la situation nationale et internationale. La situation actuelle, mesdames et messieurs, se cristallise autour du Niger, qui est menacé d'intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ancien président. Quelques jours seulement après le changement de régime, le gouvernement malien a pris une position que vous connaissez, a envoyé une délégation de haut niveau le 7 août 2023, une délégation qui a travaillé conjointement avec nos homologues du Burkina et du Niger. Mon adresse aujourd'hui s'adresse à 3 catégories de personnes. Les populations du Niger, du Mali, du Burkina et de l'Afrique. Elle s'adresse aux dirigeants qui doivent parler au nom de l'Afrique, au nom des populations africaines. Et enfin, ce n'est pas courant, aux militaires qui agissent sous les ordres des dirigeants politiques. Vous savez, je voudrais faire un rappel historique. Il y a quelques jours, notre président, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu une conversation très fructueuse avec le président de la Fédération de Russie. Ils ont appelé à la résolution pacifique de la crise. Ils ont appelé indirectement à se méfier de la guerre. Le 14 août, à la conférence internationale sur les questions de sécurité, notre ministre de la Défense, j'ai l'habitude de le qualifier de brillant ministre intrépide et courageux ministre de la Défense, avec, je ne suscite pas de jalousie, le calme olympien qui lui est propre, a tenu un discours qui me semble doit être lu dans toutes les écoles de sciences politiques. Un discours que tous les intellectuels africains, surtout ceux qui s'occupent de l'action politique, doivent lire et avoir comme document de chevet. Il a brossé la situation sur un plan politique, un plan historique, un plan dialectique de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. En plus de ce discours, je me permets de vous dire un certain nombre de choses pour le compléter, si c'est nécessaire d'ailleurs, parce que le discours est complet. Et je voudrais vous dire que tout ça, ça participe d'une vision. Nous avons une équipe qui a une vision au Mali. Le ministre a parlé au nom de tout le gouvernement. Je voudrais vous dire que au Mali, quand vous regardez la situation historique, il faut qu'on se rappelle d'un certain nombre de choses que je vais vous dire. Vous savez, au lendemain de la décolonisation, le Premier ministre de la République française, qui a piloté la décolonisation, ancien administrateur colonial, il s'appelle Pierre Mesmer. Il a écrit dans ses mémoires, je cite, « Nous avons donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement
ce qu'il a demandé avec le prix d'intransigeance. Ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose aux Africains? Parce que souvent on nous dit que quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, vous le mettez dans un livre. Nous lisons tous les livres qu'ils écrivent, et surtout ce qui concerne l'Afrique. Je voudrais vous dire une autre citation du général Berthaud. C'est le premier responsable militaire de l'opération Barkhane sur la base de Faya-Largeau au Tchad en 2016 à la création de Barkhane. Je plaisante souvent avec les amis en disant que Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Eh bien, après avoir passé les troupes en revue, l'officier français déclare à leur intention: nous sommes venus ici il y a 100 ans. Nous en sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, qui est suffisamment clair et explicite pour cerner les objectifs stratégiques de certains pays en Afrique. C'est important que dans le brouillard du discours politique, démocratie, on voit très clairement qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que si vous ne voyez pas dans cette obscurité, on continuera toujours à nous mettre des lunettes en bois pour être sûr qu'on ne voit rien. Et on va continuer à nous embrouiller. Je voudrais rappeler qu'au moment du partage de l'Afrique, la fameuse conférence de Berlin, tenue entre le 15 novembre 1884 et le 28 janvier 1985, au moment du partage de l'Afrique, c'est comme aujourd'hui. On parle de démocratie. En ce moment, on n'a jamais parlé d'occupation de l'Afrique. On a parlé de commerce, d'amitié, de civilisation. Il y avait ce qu'on appelle la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre avait ce qu'on appelle les 3C, christianisme, commerce, civilisation. C'est ce qui avait été dit aux Africains. Et on avait dit que l'objectif de la conférence, c'était d'encadrer le commerce et le développement et le déplacement sur les deux grands fleuves, le Niger, le fleuve Niger et le fleuve Congo. C'est ce qui avait été dit aux Africains. Le roi Léopold II est sorti de cette conférence avec sa propriété, le Congo. Mais rien n'avait été dit sur les intentions réelles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, c'était le commerce, aujourd'hui, c'est la démocratie. Sous le couvert de la démocratie, il y a des pays qui avancent leurs pions en s'appuyant sur des intellectuels, sur des militaires, sur la crème de la société, qui ne comprend pas les vrais enjeux du fond. La réalité, c'est une réoccupation de l'Afrique qui ne dit pas son nom. Avant, on cherchait les chefs négriers, on cherchait des grands rois, on faisait signer avec eux des pactes d'occupation des terrains vierges. Après ces rois, on créait la zizanie entre les pays, les guerres intestines. On armait certains groupes contre d'autres. Quand un groupe est éliminé, celui qui prend les décisions, on vient l'éliminer et puis on prend le terrain. C'est à peu près la même technique avec quelques centaines de distances qu'on fait. Vous savez, au Mali, quand les problèmes ont commencé, le gouvernement malien avait demandé à l'ONU d'intervenir. En décembre, le 20 décembre 2022, le Conseil de sécurité avait décidé, a pris une résolution 2085 pour créer ce qu'ils appellent la MISMA. Ce n'est pas la MINUSMA, ça s'appelait MISMA.
décembre 2012, à la demande du Mali, qui a passé par l'Union africaine, l'ONU a créé. Mais qui n'a jamais entendu de MISMA? Quand ça a été créé, juste avant sa création, disons, il y a eu un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, comme aujourd'hui, au Sénégal. C'était à l'occasion de l'investiture du président Macky Sall. Est-ce que vous savez qu'à ce sommet, comme aujourd'hui, la CEDEAO a décidé de créer une force d'attente de 3000 hommes. Vous savez qu'à ce sommet s'est retrouvé comme par enchantement le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé, qui dit aux Africains, 3000 hommes c'est trop pour juste combattre 500 personnes que vous considérez déstabilisent le Mali. Mais quel est son problème? Que nous prenions un éventail, un marteau, un bâton pour nous défendre. Quel est son problème? Il s'est imposé en disant que 3000 personnes c'est tout. À partir de ce moment, la communauté internationale, nous-mêmes, nous avons ouvert les portes. Avec ce sommet-là, tout est parti. À partir de ce moment, à chaque sommet de la CEDEAO, il y a une intervention de l'extérieur qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas bizarre, les gens sont manipulés. Les Africains de bonne foi, avec des revendications souvent légitimes, sont utilisés, mais pour chercher autre chose. Il y a d'ailleurs un de nos compatriotes, un ancien ministre qui l'a dit, il dit que la France a promis de faire telle chose, mais qu'ils ont compris après qu'on voulait juste les utiliser pour mettre la main sur le Mali. Moi, je voudrais lancer un appel à tous les Maliens, que tout le monde comprenne, que personne ne soit dupe par rapport à ce qui se passe. Du Sénégal à l'Est africain au Sud africain, c'est les mêmes pratiques, seulement les hommes ont changé. Et eux, ils lisent bien leur histoire. Tous les actes qui sont posés, tout l'itinéraire que Barkhane a suivi Serval, c'est l'itinéraire des militaires d'occupation du Mali. C'est ce qui a été suivi. Et ils ont des livres. J'ai écrit un livre dans les sources. C'est un livre qui a été écrit par un militaire en 1878. Il décrit comment il faut faire. Chez nous ici, on connaît des groupes ethniques qu'on a opposés. Un frère a tué son frère. Quand ils ont su qu'il a éliminé son frère, on l'a éliminé lui-même. Et après, ils ont pris la tribu. Ça s'est passé ici. On a trouvé tout ça dans ces livres-là. Donc, les Africains doivent comprendre ce qui se passe chez nous. Tous les moyens qu'on a refusés à la MISMA, on est venu les donner à la MINUSMA en avril 2023 avec la résolution 2100. La MINUSMA 2023, la résolution 2100 d'avril 2023 a remplacé la MISMA qui est restée sur le papier. Donc tant que les Africains voulaient eux-mêmes faire quelque chose, on ne leur a pas donné les moyens, on a saboté, après on a créé un machin qu'on pilote eux-mêmes. Aujourd'hui, quand vous entendez les gesticulations de la CEDEAO, en réalité, ce n'est pas la CEDEAO, ils n'ont pas les moyens humains, matériels, financiers, mais ils comptent faire une guerre par procuration au Niger pour le compte d'autres pays. Au Mali,
quand, dans le cas de la MINUSMA, les autorités de transition ont fait appel à la France pour nous aider, ils ont demandé un appui aérien et en information. Il n'était pas question d'amener des hommes sur terre. Qu'est-ce qu'on a vu? Après avoir créé une enclave, on a envoyé 5000 hommes venus de Côte d'Ivoire, du Gabon, d'un peu partout, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour pour créer une enclave. Mais le développement du terrorisme, c'est quoi? On a dispersé les gens, après on crée les conditions. Les terroristes sont allés s'organiser. Il y en a qui étaient à Konna dans les mosquées, ils prêchaient, ils sont tous partis. La route de Gao, c'était le goudron. Les gens ont pris la route pour partir. Les gens se sont organisés 2 ans et ils sont revenus. Aujourd'hui, on parle des Peuls, mais en réalité, au début, c'était les chefs et les grands marabouts Peuls qu'on assassinait. 2014, 2015, pour terroriser les Peuls. Et les Maliens se rappellent que le premier représentant des terroristes dans le sud du Mali, ce n'était pas un Peul, c'était un Keïta, donc quelqu'un du Malien du sud. Mais comment les gens faisaient? Après avoir bien temps terrorisé les Peuls, les faire peur, les amener à se replier sur eux-mêmes, on organise des expéditions sur les hameaux Dogon. On tue, on brûle tout, et on fait semblant de se cacher chez les Peuls. Les Dogons ont fini par chercher à se défendre. En se défendant, et aussi s'en prennent aux Peuls. Et donc, quand le sang est versé une fois, c'est un poison. Donc nous nous sommes retrouvés avec la guerre civile. Mais pourquoi les Peuls? Les Peuls, c'est le groupe ethnique le plus étendu, depuis l'Afrique du centre jusqu'à l'ouest. Ils sont partout. C'est notre histoire. Deuxièmement, les Peuls, c'est une ethnie très réfractaire à la suggestion. Ce sont des guerriers. Donc, en créant le problème Peul, on a la solidarité de tous les chefs d'État de la sous-région, qui sont d'origine Peul. Au Mali, il n'y a pas de famille, il n'y a pas un Peul. Et il n'y en a pas, comme partout en Afrique. C'est pourquoi vous entendez certains chefs d'État, parce qu'ils sont Peul, mais moi j'ai du sang Peul. Moi je suis Peul, Touareg, Arabe, Soraï. J'ai des arrière-grands-pères, quand vous les regardez, ce sont des Touaregs. Il y en a qui sont des Arabes, ils sont blancs. J'ai des grands-mères, ils ont les cheveux blancs, ils n'ont rien à voir avec nous. Donc je peux dire que je suis Peul aussi. Et il y a une des tantes qui me disent, ma mère, que moi je ne suis pas un Diallo, je ne suis pas un Maïga. Elle me dit toujours Diallo. Parce que quand elle voit ma mère, elle dit, mais celle-là n'a rien à voir avec toi. J'ai dit, mais moi je ressemble à mon père. Mais elle a pris les gènes de la famille. Quand vous la voyez, on dirait une femme touareg. Mais son mari, c'est un Soraï noir. Et je suis allé avec... Donc vous entendez des chefs d'État en Afrique de l'Ouest, comme j'ai qualifié récemment certains opposants en d'ignards triomphants, qui se lèvent pour nous dire qu'il y a un génocide Peul dans tel ou tel pays. Qu'ils ne sont pas d'accord. Mais lui là, il vient d'où? Ce monsieur-là. Le Mali, c'est un pays de Peul. Tous les terroristes ne sont pas Peul. Et tous les Peuls ne sont pas terroristes. L'objectif, c'est de créer cette situation de zizanie dans nos pays. Et comme c'est l'ethnie la plus répandue, quand vous tuez un Peul au Mali, un autre Peul va se plaindre au Cameroun, un autre va se plaindre en Guinée, et il y a des chefs d'État qui sont des mélanges Peul, qui se croient obligés de rentrer dans un débat dans lequel ils ne comprennent rien du tout. Ils se disent seulement, moi je suis d'ascendance Peul, donc on est en train d'éliminer mon ethnie. Vous savez, la religion et l'ethnie, c'est deux domaines, quand l'homme y rentre, il perd la raison. Quand on vous dit qu'on a tué votre frère, vous ne cherchez pas à comprendre.
à cause de son ethnie. Quand on dit qu'on l'a tué à cause de sa religion, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous aussi, vous cherchez à vous venger. Et quand le sang coule, comme je l'ai dit, ça devient du poison. Voici comment on a répandu cette histoire de terrorisme Peul dans nos pays. Et beaucoup de jeunes Peuls qui ne comprennent rien, souvent en voulant se venger ou défendre leurs parents, sont rentrés là-dedans. Mais en fait, on les utilise. On est dans une période historique où des gens cherchent à régler leurs problèmes à la dimension de l'histoire. Ce monsieur ne voit que sa maison. On est venu tuer sa mère, ce Sonraï, ce Dogon, ce Touareg, ce Tarab. Mais en réalité, il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles, qui a intérêt. Le Mali, c'est un melting pot. Un Arabe a sa maison à Bamako, personne n'est plus malien que lui. Idem pour un Touareg et ainsi de suite. Moi, j'étais à Gao, Premier ministre, mais toutes les ethnies m'ont accueilli là-bas. Les Arabes, les Touaregs, toutes les Touaregs sont très variés, mais toutes les composantes, je les connais. Les oreilles, les Peuls, ils n'ont pas de problème entre eux. Donc c'est important que vous compreniez cet aspect-là. Parce qu'ils sont en train de mélanger tout et on se trouve avec les dirigeants qui sont utilisés pour faire des guerres. La finalité, c'est quoi? Avec la guerre civile, c'est de démoraliser la population, discréditer l'armée, qu'on va qualifier d'armée ethnique. Et à la fin, les combattants aussi. Vous savez ce qu'on appelle au Burkina les VDP, qu'un certain président s'est permis de... Vous savez, en Occident, pendant la guerre 40-45, c'est les civils qui faisaient la guerre, on les appelait des partisans. Ça, c'est le signe même de patriotisme. Quel mal il y a si dans un pays, au Mali, ce n'est pas comme ça, mais chez eux, ils décident de créer leurs partisans. Ils ont décidé de les appeler, pas partisans, mais volontaires, VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Quand quelqu'un a le droit de les qualifier de milices, à partir du moment où ils répondent à l'État, ils sont formés par les militaires, ils sont encadrés par les militaires, ils se sont engagés pour défendre leur patrie. Mais pour discréditer, pour démoraliser, on trouve un Africain qui vient dire, bon, ça c'est des miliciens, d'ailleurs ils sont très faibles, d'ailleurs les terroristes sont plus forts, ils sont plus aguerris que nos armées. Ça c'est une façon de démoraliser les militaires, de les désorganiser. Au front, quelqu'un qui se met à tenir un discours comme ça devant les soldats, il est en train directement ou indirectement de pactiser avec l'ennemi. Il y a des militaires dans la salle qui le savent très bien. Comment vous pouvez venir dire, attention, nos ennemis là sont forts? Vous savez, chez nous, que pendant la période coloniale, les Blancs ont pris un enfant de Samori, on l'a amené en Europe. Quand ils l'ont lavé le cerveau, quand il est revenu, il a voulu expliquer qu'en réalité, ceux-ci sont trop forts, ce n'est pas la peine de les combattre. Mais Samori a dit de l'exécuter. Il est venu les démoraliser et les trahir. Donc, c'est important que les Maliens comprennent cela et qu'il ne faut pas du tout que quelqu'un s'engage pour défendre notre patrie, qu'on cherche à le démoraliser. Il faut au contraire le soutenir. Et c'est pourquoi, quand je disais je parlais au peuple, c'est vraiment au peuple que je voulais expliquer. Mais les dirigeants, aujourd'hui, la menace contre le Niger, le Mali se tient bien sûr à ses côtés. Notre président l'a dit, notre gouvernement l'a dit. L'Algérie, le Tchad, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, ce sont clairement dit qu'ils sont contre. Tous ont dit clairement qu'ils sont contre. Les États-Unis, dans une moindre mesure, ont dit qu'ils sont contre. D'ailleurs, pour quelqu'un qui comprend, quand vous déléguez un ambassadeur, elle va présenter ses lettres de créance à qui? C'est au président en place. C'est une façon
de dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord sur l'option armée. Et d'ailleurs, à la conférence de Berlin, pour mémoire, le 15 novembre 1984, vous savez que le représentant de l'Amérique a dit, mais curieusement, je ne vois pas d'Africains ici. Il était étonné qu'il n'y ait pas d'Africains. C'est à peu près ce qui se passe au Niger. Et ils sont étonnés que certains Africains veulent aller faire la guerre. Donc, l'Amérique, le Nigeria, je voudrais ici, de façon spécifique, saluer les autorités religieuses et légitimité tradition du Nigeria. C'est ça la société. Dire à leurs dirigeants, nous n'allons pas nous tuer entre nous et nos frères. Mais à la frontière, c'est les mêmes peuples. Je voudrais seulement dire aux Nigériens, au Niger, de tenir bon. Nous avons fait le même exercice. Moi, j'ai reçu ici les chefs traditionnels africains. Ils se sont levés. Ils ont fait le tour de l'Afrique. Ils sont allés voir les présidents pour dire qu'ils ne veulent pas la guerre. Le Nigeria est donc à une position mitigée. Au Bénin, il y a beaucoup de chefs traditionnels qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Au Togo, le président n'a jamais été un va-t-en-guerre. Il a toujours conseillé la modération et la compréhension des situations internes de chaque pays. Mais donc, qu'est-ce qui reste au niveau? Nous avons justement seulement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. D'autres en parlent beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, j'ai toujours dit, ne cassez pas la CEDEAO. Ceux-là qui sont derrière, qui tirent les ficelles, leur objectif c'est de casser la CEDEAO. Moi j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, je savais ce qui se passait dans les négociations. Tout était fait pour nous mettre à terre. Donc je voudrais lancer un appel à mon cadet, le président du Sénégal, et à notre doyen, le président de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas être utilisé par une puissance étrangère pour son agenda personnel. Demain, vous ne serez pas là. Demain, quand vous ne serez pas là, parce que tout humain est appelé à partir, il ne faut pas que ce soit vos traces que l'Afrique va retenir. Il ne le faut pas. Ce n'est pas honorable pour votre peuple. Et d'ailleurs, est-ce que les militaires de ces pays vont venir tuer leurs frères nigériens? Je suis sûr que non. Personne ne veut de cette guerre. Moi, j'étais surpris un peu récemment par une sortie de mon cadet Macky Sall. Vous savez, en 2018-2019, moi je suis beaucoup. Macky Sall a une conférence sur la paix au Sénégal, s'est interrogé. Il dit, mais comment au Mali, on est jusqu'à 15 000 hommes armés et le terrorisme continue de s'étendre? Personne n'a pu lui répondre. Vous voyez, cette lucidité est perdue cette année. Quand le Mali a demandé à l'administration de partir, c'est le même que j'ai entendu dire, mais comment les Maliens vont s'en sortir si l'administration n'est plus chez eux? Mais il faut apprendre à être cohérent. Vous savez, quand on dirige les pays, on travaille pour l'histoire. Il faut penser à ce qu'on laisse. Il faut penser à son héritage politique. Le doyen vous faites bagner, les gens disent ce qu'ils veulent de lui. Chacun a son opinion. Moi, je ne rentre pas dans les débats idéologiques, mais je constate seulement que son grand parti, le RDA, ils l'ont fondé au Mali. Mais plus, vous savez, à la veille de ce qu'on appelle la démocratisation, vous faites bagner à dire aux Européens, il les a mis en garde, qu'ils sont en train d'exploiter l'Afrique, mais qu'un jour viendra, dans 40 ans, dans 50 ans, on est aujourd'hui peut-être à 50 ans, que les Africains n'accepteront plus ce que les Européens sont en train de faire. C'est vous faites qui a dit ça devant des Européens. Et vous faites leur a dit qu'un jour viendra où on discutera non de l'acier, non du prix des minerais de fer avec les Africains, mais du prix de l'acier. C'est très important. Dans tous nos pays, quand vous fouillez dans l'histoire, vous trouvez que les Africains se sont révoltés contre l'injustice. Maintenant, nous avons des nouveaux dirigeants. La jeunesse ne veut plus ce qui s'est passé par le passé. Elle n'en veut plus.
Il faut changer de paradigme. Il faut que le prix du cacao soit fixé à Abidjan, au Ghana désormais, et non à Londres ou à Paris. Il faut que le prix de l'or soit fixé au Mali, en Afrique du Sud, et non à Londres ou à Paris. Il faut que le prix du cobalt et des matières rares se fixe au Congo, et non à Paris ou à Londres ou à Bruxelles. C'est pour ça que nous nous battons. Je dis donc aux Nigériens pour terminer, tenez bon, vous n'êtes pas seuls. Toute l'Afrique regarde aujourd'hui le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres pays. Je comprends que pour des questions de sécurité, nos amis européens vont dire à tel ou tel chef d'État, attention, il ne faut pas que ça prospère au Niger, sinon ça serait votre tour. Mais ça, c'est une façon non historique de voir la situation. Un président qui travaille bien, il s'entend avec son armée, il n'y aura pas de problème. Mais un président qui vient dire à son armée de baisser les armes, parce que les terroristes sont plus forts que lui. On appelle les gens pour vous aider, le terrorisme s'étend. Mais l'armée est obligée de prendre ses responsabilités. Et je finis par vous dire que l'armée ne peut pas à elle seule prendre une situation en main. Il lui faut être avec son peuple. Les Nigériens sont majoritairement aujourd'hui pour le changement. Le prix de l'uranium, pourquoi on ne le fixe pas au Niger? Au lieu de prendre seulement l'uranium va partir. La Guinée, c'est un scandale géologique. Pourquoi on ne fixe pas le prix des matières premières là-bas? On vient seulement prendre dans des bateaux et aller le fixer ailleurs. Nous n'en voulons plus. Donc vous êtes nos ambassadeurs. Dites aux Africains, nous ne sommes contre personne. On n'est pas contre les Français, on n'est pas contre les Américains. Nous avons des amis, nous avons des citoyens maliens qui ont la double nationalité. Ce que nous voulons, qu'on nous traite d'égal à égal, qu'on nous respecte et rester conforme aux trois principes que notre président Assimi Goïta a dit.